Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de programmation multitiers avec un super jeu de mots que j'espère que vous avez apprécié. Je m'appelle Jordan Grenat, vous pouvez me retrouver sur ce Twitter. Je mettrai notamment le lien des slides à la fin du talk. Et je travaille chez Comet Meetings, mais j'y reviendrai pour une petite page de pub au moment où vous y attendrez le moins. Alors, avant de parler d'architecture et de programmation multitiers, il faut peut-être définir ce qu'est un tiers. Et pour ça, je vais vous parler de l'architecture la plus répandue quand on fait du web, qui est l'architecture 3 tiers. Qui connaît l'architecture 3 tiers dans la salle? Bon, grande majorité, je récapitule quand même un peu grossièrement. C'est l'idée qu'on a trois parties dans nos applications web. La première partie, c'est le tiers applicatif. Globalement, on va appeler ça le front, pour vulgariser un peu. On a le tiers applicatif, qui lui va plutôt transformer les données, les traiter, etc. Qu'on va appeler le serveur, et on a le tiers des données qui lui va charger du stockage des données, souvent des bases de données. Si on regarde un peu les différents tiers, on va voir des technos assez différentes. Côté front, on a une grande majorité de JavaScript, parce que historiquement, dans les navigateurs web, c'est ce qui est le plus compris. C'est peut-être un peu gros, effectivement. Il ne faut pas donner trop d'importance à JavaScript. Pardon. Donc voilà, JavaScript, ces dernières années, un peu de TypeScript qui est arrivé sur la scène, et heureusement. Et d'autres langages un peu plus ésotériques, un peu moins connus, dont Elm, qui est absolument génial, je vous recommande d'aller voir ce langage, ReasonML, etc. Donc voilà, on a un choix plutôt restreint, parce que historiquement, le JavaScript était là et s'est fait sa place, et les autres langages viennent souvent compiler en JavaScript pour être utilisés. Côté applicatif, on a un panel un peu plus large. On a historiquement beaucoup de Java, beaucoup de PHP, mais beaucoup d'autres langages qui se développent aussi, du fonctionnel, du pas fonctionnel. TypeScript qui est arrivé, Rust pour faire plaisir à François, Haskell, etc. Voilà, on a vraiment beaucoup de langages plus ou moins utilisés, mais c'est très large. Et au niveau des données, là on a à peu près toutes les bases de données possibles et imaginables. On a du SQL, du NoSQL. Là aussi, il y en a beaucoup. J'en ai pas mis beaucoup, mais il y en a beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la communication entre ces tiers. En fait, souvent, on a le tiers de présentation qui va communiquer avec le tiers applicatif pour aller récupérer des informations, pour obtenir de la donnée, ou pour en déposer, pour créer des choses, etc. Et cette communication... non, pardon. Et donc, le tiers applicatif, lui, il va communiquer avec le tiers des données, pour stocker des données, pour en récupérer et les renvoyer au fond. Par contre, on n'aura jamais le tiers présentation qui va discuter avec le tiers des données. Il n'y a pas d'échange entre ces deux tiers. Alors, ces zones d'échange, moi j'appelle ça des frontières. Ça va être un peu les frontières de nos différents tiers. Ça fait un peu de répétition, mais bon, on s'y fait. Et donc ces tiers, en fait, il se passe des choses en fait quand on communique entre les tiers. Typiquement, entre le tiers présentation et le tiers applicatif, on va avoir des protocoles mis en place pour communiquer. Souvent, ça va être du REST, du GraphQL, des WebSockets, du Server-Side Sent Event. Voilà, on a des protocoles, des formalisations de comment on va communiquer ensemble. Et on va faire transiter dans cette communication des données. Des données qui peuvent être formalisées en JSON, en texte, en binaire. Le statut HTTP, c'est une donnée. Voilà, donc on a des formats de données entre ces différents tiers. Entre le tiers applicatif et le tiers des données, c'est pareil. On a des protocoles, souvent un protocole de requêtage. On va avoir des requêtes SQL, des requêtes NoSQL. Et on a des formats de données, souvent du JSON ou alors un format un peu adapté au connecteur ou à la base de données qu'on utilise. Et voilà. Du coup, à chaque période de communication, on va avoir à la fois des protocoles, des formats d'échange dans ces frontières. Ces frontières, moi, je considère que c'est un monde qui est absolument désertique, sec, anémique, triste, en un mot. Pourquoi? En fait, quand on passe dans ces frontières, dans ce monde de l'entre-deux, l'upside down, dans une célèbre série Netflix, on va perdre beaucoup de choses. Premièrement, on va perdre tout le dynamisme qu'on avait, tout le contexte. En fait, quand vous êtes dans un tiers, par exemple, vous êtes côté serveur, vous avez un utilisateur connecté, vous avez des variables globales, des variables d'environnement auxquelles vous accédez, c'est votre contexte d'exécution. Et en fait, dès le moment où vous allez renvoyer la balle au front, vous allez perdre tout ça parce que vous allez sérialiser des données et ce qui transite, c'est du texte brut au final. Il n'y a plus ce contexte, il n'y a plus ce dynamisme. Typiquement, vous ne pouvez pas vous échanger des fonctions entre vos différents tiers.
Souvent, on va essayer de retrouver un peu ce contexte et ce dynamisme en mettant en place des mécanismes de session, par exemple, pour retrouver le contexte utilisateur. On va mettre en place des requêtes multiples pour récupérer les différentes données dans la base de données. Ou alors, on peut faire des petites surcouches, notamment sur les échanges REST. On peut utiliser le protocole A2AS. A2AS, le but, en fait, c'est de redonner du contexte à vos échanges. Pour ceux qui ne connaissent pas A2AS, c'est l'idée que dans vos appels REST, vous allez retourner en plus de la donnée des liens pour explorer vos API. Typiquement, imaginons qu'un utilisateur veuille redéfinir son mot de passe, on va lui envoyer un token par email. Il va cliquer sur le lien, il va arriver sur le site web qui va vérifier son token. Donc là, on a un appel pour vérifier le token. Et cet appel pour vérifier le token, il pourrait retourner, par exemple, ce lien qui permettrait de changer vraiment le password. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est juste de la réification d'une fonction. On a en fait une fonction de change password et on se dit comment on peut la transmettre au front pour que le front puisse l'utiliser. C'est un peu ça, A2AS. Et du coup, là, le front, il va savoir qu'il va faire un appel REST là-dessus pour changer le password. On a retrouvé un peu de contexte, un peu de dynamisme, mais c'est pas forcément très, très pratique. Ce qu'on aurait aimé faire, en fait, c'est juste retourner une fonction pour dire, voilà, je te retourne une façon de changer le password. Je vous laisse méditer là-dessus pendant que je bois un peu d'eau. Donc, on perd du contexte et on perd du dynamisme. On perd aussi des paradigmes, parce que mine de rien, nos tiers, ils sont très différents. On l'a vu, il y a des technologies qui ne se ressemblent pas vraiment. Et du coup, chaque technologie a un peu ses paradigmes propres. Typiquement, si on fait du Java, on va avoir des notions d'héritage. On va peut-être vouloir représenter son modèle métier avec des classes qui héritent entre elles. Ça, le moment où on le met dans la base de données, c'est plus possible, parce que la base de données, elle ne sait pas ce que c'est de l'héritage. Donc en fait, on va perdre cette notion, ce paradigme, au moment où on va l'insérer dans la base de données. Alors, on a des techniques pour faire ça. Il n'y en a aucune qui a zéro inconvénient. Mais voilà, on peut le faire, c'est juste pas pratique. C'est pareil pour les arbres de données, et c'est pareil entre le back et le front. Souvent, il y a des petits trucs qui diffèrent. Donc on switch de paradigme entre les tiers. On va perdre des performances et du temps. Typiquement, si on veut faire un appel REST entre le front et la base de données, enfin en gros, toutes les étapes, on va devoir sérialiser des données côté client, on va devoir faire un appel HTTP, contacter un endpoint HTTP côté serveur. Évidemment, ce endpoint, il faut le déclarer côté serveur. Côté serveur, il faut désérialiser les données, parce qu'on va recevoir du JSON et ce n'est pas forcément ce qu'on comprend. Ensuite, on va créer une requête SQL. Cette requête SQL, elle va être parsée par le moteur de base de données. Ensuite, on va avoir une réponse. Il faut désérialiser la réponse de la base. Il faut sérialiser la réponse pour le front. Il faut que côté front, on vérifie le statut HTTP et qu'on désérialise la réponse. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de la complexité accidentelle. C'est du code, qui est juste du code de glue, qu'on va mettre en place parce qu'on a besoin de communiquer et d'échanger les données. Et toutes ces étapes, ça va nous prendre du temps, parce qu'on va devoir le développer. Ça va prendre de la maintenabilité, parce qu'évidemment, on va mettre des bugs dedans. Et de la performance aussi, parce qu'on transforme de la donnée là où, au final, on n'en a pas forcément besoin. On perd des garanties, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais en fait, quand on va transiter, on va perdre tout ce qui est dynamisme, tout ce qui est contexte, et typiquement tout ce qui est type. Alors, c'est pas le but de Stalk, mais maintenant, on a des langages avec des systèmes de type vraiment très avancés qui apportent des garanties assez importantes. Typiquement, on est capable de représenter via un système de type en TypeScript qu'une liste ne doit pas être vide. Et le compilateur va vérifier que cette liste n'est pas vide. Ça, en JSON, vous le perdez, puisque le JSON, il a juste le concept de liste. Et en fait, le champ, vous ne savez pas si c'est une liste ou si c'est une string ou un number ou n'importe quoi. Enfin, vous perdez toutes vos garanties dès le moment où vous communiquez. Alors, on a des protocoles comme Protobuf ou d'autres qui rapportent un peu, mais on n'a jamais tout à fait toutes les garanties qu'on peut représenter. Pareil pour le tiers des données. Typiquement, en SQL, on a beaucoup de garanties qu'on peut apporter qui se mettent pas forcément dans nos serveurs, par exemple. La validité des requêtes, les contraintes d'unicité sur les champs de votre base, les longueurs de texte. Ça, je ne connais pas vraiment de langage qui gère les longueurs des textes. Les références externes. Donc voilà, on a toutes ces garanties qui sont aussi perdues dans ce monde de l'entre-deux. On perd de la sécurité. Alors là, c'est un peu plus abstrait, mais il faut savoir qu'en sécurité, ce qui va nous intéresser, c'est analyser les flux d'informations. C'est-à-dire qu'une donnée, on va regarder tous les endroits où elle est utilisée, tous les endroits où elle est affichée, tous les endroits où elle est modifiée, pour vérifier si les personnes qui y ont accès y ont bien accès, ceux qui n'y ont pas accès n'y ont pas accès, etc. Et en fait, quand on répartit ça entre les tiers, on perd forcément la trace de ces flux d'informations.
Donc c'est compliqué de ramener de la sécurité sur des architectures 3 tiers. Ça marche aussi dans l'autre sens. Typiquement, tout ce qui vient de l'utilisateur, on considère que c'est pas fiable. Mais ça, côté serveur, on n'est pas forcément sûr de ce qui vient de l'utilisateur. On n'est pas non plus sûr qu'il n'y aura pas des injections SQL, des injections SQL ou CSRF, etc. Donc voilà, on perd de la sécurité. Donc résumons, on perd de la sécurité, des garanties, du contexte, du dynamisme, du temps, des performances et des paradigmes. Alors, qu'est-ce qui m'a amené, moi, personnellement, à la programmation multitiers? Eh bien, il y a quelques années, j'ai découvert un langage, promis, c'est pas Helm, qui m'a intrigué, qui me semblait un peu innovant. Il s'appelle Lambda. C'est la syntaxe de Helm, mais pour du full stack. Alors, l'idée, c'est que vous avez une application full stack. Donc, Lambda, c'est un langage framework plateforme. Donc, il gère aussi l'hébergement. Et ce qui m'a intrigué, c'est qu'en fait, la communication entre le front et le back, elle était totalement abstraite. On ne gère pas tout ce qui est appel HTTP, etc. Tout ce qu'on fait, c'est envoyer des messages. Et on verra tout à l'heure que le code est vraiment très simple. On envoie un message du front au back, on envoie un message du back au front, et c'est tout. Derrière, c'est le langage framework qui gère la communication. J'aurais pu en rester là, mais il y a quelques temps, un peu plus récemment, est apparu un autre framework, Remix. Ça doit parler un peu plus de monde qui connaît Remix. Donc voilà, c'est un framework full stack, basé notamment sur React. Johan, ici présent, a fait une présentation dessus. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Très bonne présentation. Et pareil, en fait, la communication entre les deux tiers, entre le tiers applicatif et le tiers présentation, elle est totalement abstraite. On verra aussi tout à l'heure comment ça se représente dans le code. Donc ces deux frameworks, en fait, deux frameworks / langage, supprimaient cette communication, en tout cas la masquaient complètement. Alors, je me suis posé des questions, je me suis dit, est-ce qu'on l'a déjà vu quelque part? Est-ce que ça existe? Évidemment, non, c'est révolutionnaire, d'après Facebook. Mais en fait, non, du coup, il y a des gens qui m'ont envoyé des réponses, et effectivement, il y a des choses qui correspondaient un peu à ce qui m'intriguait, et surtout, quelqu'un m'a dit, mais ce que tu cherches, en fait, c'est la programmation multitiers. Et là, j'ai commencé à taper ça dans DuckDuckGo, et ça m'a débloqué beaucoup de choses. Et j'ai passé du coup plusieurs mois à lire des papiers de recherche, à lire des trucs, et c'est un univers vraiment hyper intéressant que je souhaite vous présenter donc aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, on va définir du coup qu'est-ce que la programmation multitiers. La programmation multitiers ou un programme multitiers, c'est tout simplement un programme qui va passer par une phase de compilation. Et cette phase de compilation, ce compilateur va le diviser en plusieurs compilation units, unités de compilation, qui vont tourner sur les différents tiers. Grosso modo, on a un même programme, une même base de code, qui va être splitté entre différents tiers. Il faut savoir aussi que, évidemment, rien n'est nouveau. C'est pas Lambda et c'est pas Remix qui ont inventé ça. Il y a beaucoup de langages historiquement qui ont implémenté ça. Donc Hub.js, Lynx, basé sur OCaml, UrWeb, Helium Oxygen, basé aussi sur OCaml. On a Gavial, basé sur Scala. J'ai pas mis Ast, qui est basé sur Haskell, parce que j'ai l'impression que c'est un peu mort niveau développement. Opa, Swift et Sif. Qui connaît au moins un de ces langages dans la salle? Levez la main. Pas mal de monde. Si je vous dis maintenant que Swift, c'est pas du tout celui d'Apple. Ah. Voilà, il me semblait bien. Vous connaîtrez peut-être un peu plus Meteor.js et GWT, qui sont peut-être légèrement plus connus. Même si GWT, c'est pas tout à fait de la programmation multitiers, parce qu'on a quand même besoin en général un peu de JavaScript pour faire les choses. Donc, ce qui est important, c'est que du coup, votre code back et front est colocalisé. Dans une même base de code, vous allez avoir votre back et votre front. Typiquement, là, dans cet exemple de code, c'est du remix. On a les deux premières fonctions qui sont en fait du code serveur. La première va servir à récupérer une liste de projets. La deuxième va servir à créer un nouveau projet. Et en dessous, dans le même fichier, on a le code client, qui est un composant React assez standard qui utilise quelques hooks. Et c'est intéressant de regarder comment les deux sont liés. Et en fait, on a typiquement un hook, useLoaderData, qui en gros va nous retourner les données du loader. Donc en fait, sans définir comment on appelle la fonction loader, on a ce hook qui va nous retourner les données. Et ce hook va aussi, enfin pas tout à fait ce hook, mais en fait, Remix va aussi gérer tout ce qui est état de chargement, tout ce qui est succès, erreur de l'appel HTTP. Donc c'est encore des choses qu'on n'a pas besoin de gérer.
Pour l'action, c'est encore plus intéressant parce qu'en fait, c'est juste cette ligne qui va faire le lien. En fait, on a un formulaire HTML classique à la case près. Et en fait, quand on valide ce formulaire, de lui-même, Remix va faire un appel Ajax pour appeler l'action et exécuter l'action. Et une fois encore, on n'a rien à gérer. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'ici, la séparation entre client et serveur, elle est un peu implicite. C'est des conventions. On a mis en place des conventions pour savoir quel code est côté client, quel code est côté serveur. Si on essayait de faire ça sans Remix, par exemple avec un serveur express, on aurait d'un côté un serveur où on va déclarer des endpoints HTTP, donc un router.get des projets pour ça. On fait un REST.json pour indiquer la valeur de retour. Et en dessous, pareil pour l'autre endpoint, on va faire un post, on va faire un REST.json, et on aurait notre composant à part qui, lui, va gérer vraiment toute la mécanique de contacter le serveur pour récupérer la donnée. Donc on va faire un fetch, on va récupérer les projets, et sur le create project, on va faire un fetch pour créer un projet. Et en plus, on a un bug ici, parce que le deuxième endpoint, le create, j'appelle projet sans S, alors qu'en fait, il y a un S côté serveur. Donc voilà, en fait, on a beaucoup plus de code, et encore, j'ai masqué tout le HTML, et on va surtout gérer beaucoup plus de trucs et avoir plus de surface pour les bugs. On a donc supprimé le code lié à la communication, ce qui nous apporte au final pas mal d'avantages. Déjà, notre fonctionnalité, elle est plus splittée entre différents fichiers, entre différents projets même. Tout est au même endroit, on suit très bien le flux d'informations entre les deux, et quand on veut modifier la fonctionnalité, au moins on a tout sous les yeux. On a beaucoup moins de bruit dans le code, tout simplement parce qu'on a moins de complexité accidentelle, on se retrouve avec la complexité essentielle. On a moins d'erreurs possibles, on l'a vu, il y a des normes, il y a des contrats entre les deux qu'on peut rajouter avec des outils, donc ça permettrait de sécuriser, mais en tout cas, on peut faire plus d'erreurs possibles et ça va être à nous de gérer le fait de se protéger contre ça. On a une charge cognitive réduite, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'on a besoin d'avoir en mémoire quand on développe, ce qui nous permet d'être beaucoup plus efficace, moins fatigué à la fin d'une journée de travail, c'est plutôt pas mal. Et évidemment, la maintenance est facilitée parce que du coup, même vos outils de refactoring vont faire le back et le front entièrement. Donc, comme je le disais, dans cet exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir que la séparation, elle est faite par convention. Et on va voir d'autres exemples où ce n'est pas forcément le cas. La communication, elle est totalement transparente. On a juste un hook et sinon, c'est complètement transparent. Et le split est fait par convention. La sérialisation, elle est faite automatiquement, mais ce n'est pas tout à fait parfait, parce que typiquement, tout ce qui est dynamique, vous ne pourrez pas le passer. Si vous avez un objet riche, il sera sérialisé avec JSON Stringify, et si vous avez une fonction, évidemment, ça ne passera pas. Donc dans la doc React, on vous dit bien, Remix, pardon, on vous dit bien, attention à ce que vous envoyez, il faut quand même transformer vos données pour être sûr qu'il n'y a pas des trucs qui ne vont pas passer sur le réseau. Allons voir un autre langage qui s'appelle Lynx. Alors Lynx, ça a été inventé en 2006, c'est basé sur du OCaml. Et là, c'est différent, vous allez voir qu'on est beaucoup plus sur des déclaratifs. Ça, c'est la page d'accueil de Lynx, et je trouve ça assez intéressant, le titre, Linking Theory to Practice for the Web. Parce qu'au final, c'est souvent ça, la programmation multi-tiers. On est sur un langage qui est un univers qui est très académique, beaucoup de papiers de recherche, beaucoup d'essais, d'expérimentations. Et en fait, on a de plus en plus des langages qui prennent le pas de dire, OK, on parle de la théorie, par contre, on veut ramener ça dans le monde pratique. Et on va le voir sur plusieurs langages, c'est assez intéressant. Donc on est vraiment sur des langages qui ont des papiers de recherche, où il y a des gens qui ont vraiment travaillé dessus pendant des mois, des années, face à JavaScript qui a été fait en 10 jours. Bon, j'arrête avec les trolls, désolé. JavaScript est très bien. Avant d'aller plus loin, désolé, parce qu'à partir de maintenant, la coloration syntaxique, ça va être un peu aléatoire. Typiquement, Lynx, mon outil, ne connaît pas, donc j'ai dû mettre un peu des langages différents. Donc ça va être un peu aléatoire des fois. Alors, du code Lynx, ça ressemble beaucoup au code qu'on avait tout à l'heure en React. Là, on est sur quelque chose, un formulaire d'autocomplete. Donc, on a deux fonctions en haut. On en a une serveur, une client. Et en dessous, on a l'équivalent du composant React qu'on avait tout à l'heure, qui va se charger de la vue. Et là, on voit que c'est assez différent. On a directement des mots-clés intégrés au langage qui permettent de déclarer sur quel tiers on se trouve. On peut aussi déclarer d'ailleurs qu'un bout de code est sur les deux tiers. Donc ça va être beaucoup plus déclaratif. Et au niveau de la communication, là c'est vraiment complètement transparent parce que là, le complétion qu'on appelle côté client, c'est une fonction serveur.
Donc on appelle simplement une fonction, on est vraiment sur du RPC là. On appelle une fonction, et derrière, on ne se soucie pas de savoir si c'est côté serveur ou côté client, ça va être fait. Et en plus, en Link, on peut faire ça dans les deux sens. On peut avoir un serveur qui appelle une fonction côté client. Donc on voit que la séparation, cette fois, est explicite. Par contre, on appelle de façon totalement transparente les fonctions entre elles. Passons à Oxygène, plus généralement à Helium. Donc Oxygène, c'est basé sur du OCaml. C'est un projet qui vise à offrir des outils pour faire des applications client-serveur. Helium, c'est un dialecte d'OCaml qui va rajouter en plus des capacités de faire du multi-tier programming à Oxygène. C'est très intéressant d'être basé sur OCaml parce que du coup, on peut aussi bénéficier de la syntaxe Reason qui est arrivée un peu en front, qui se rapproche beaucoup du JavaScript. Donc, encore une fois, on voit un peu cette volonté de se rapprocher du côté pratique et des utilisateurs, en simplifiant un petit peu. Alors, c'est une volonté parce que personnellement, je trouve que ça pique un peu les yeux. Alors là, on n'est pas sur la syntaxe Reason, hein, mais ça améliore pas tant que ça. Bon, je vais pas vous faire lire ce code, il n'y a pas d'intérêt, juste on a aussi ici des annotations pour dire ce code est côté serveur, ce code est côté client, ce code est des deux côtés. Mais cette fois, on a une granularité un peu différente si on regarde bien. Tout à l'heure, on était à l'échelle de la fonction. Là, on est vraiment à l'échelle de l'expression. C'est-à-dire qu'on peut imbriquer des expressions serveur-client à la suite. Donc dans ce code, il y a d'autres trucs un peu intéressants, c'est de voir comment ils communiquent entre eux. Et en fait, ce qu'ils utilisent, c'est de la programmation fonctionnelle réactive, grosso modo des observables, des streams. Et on peut voir ligne 18, notamment qu'on déclare un stream pour faire transiter des items. Donc là, c'est une to-do list. Donc on a un stream pour faire transiter des items. Ligne 19, on a la déclaration du même stream côté front. Donc la ligne 18, c'était côté serveur. Et on voit que ça, on va notamment le passer à la fonction makeInput. La fonction makeInput, elle va récupérer ça et elle va pouvoir envoyer des événements directement du coup côté serveur. Donc on a un stream qui va propager les données côté client et côté serveur. Donc c'est un peu moins implicite que ce qu'on avait avec les autres langages. Alors comme je le disais, bon, ça pique un peu les yeux. Là on est vraiment sur un langage, enfin sur une syntaxe qui est un peu plus compliquée à prendre en main. Même niveau installation, ça m'a pris 4 jours à l'installer pour le faire marcher. Et encore, j'ai dû demander de l'aide sur les repos. Donc voilà, je dirais pas que c'est un truc grand public. Mais voilà, on a d'autres langages qui se rapprochent beaucoup plus du grand public et qui sont très intéressants à découvrir. Tout ça pour vous montrer un peu les trois axes sur lesquels les différents langages peuvent se démarquer. Donc on a la séparation client-serveur, est-ce que c'est implicite, est-ce que c'est explicite? On a la communication, est-ce que vraiment c'est transparent, on appelle des fonctions, est-ce qu'on a un stream entre les deux, est-ce qu'on envoie des messages? Et on a la granularité du split, est-ce qu'on est à l'échelle du fichier, de l'expression, de la fonction? Voilà, donc c'est des petits curseurs qu'on va ajuster entre les différents langages. Sur Lynx, il y avait un autre truc qui est assez intéressant, donc là on a un autre exemple de code. Donc pour une to-do list. Et ce qui est remarquable dans ce code, c'est qu'on a aussi le SQL, enfin la partie données. Donc en fait, dans notre code, on va déclarer notre table, on va déclarer nos champs dessus qui sont typés, et ça c'est très important. Et ensuite, on va pouvoir faire des requêtes directement en Lynx. Donc en fait, on a un type checking qui va de la base de données au client sans aucun problème, parce que nos données sont fortement typées et on conserve nos types entre les différents tiers. Donc ça, c'est le troisième axe, c'est la couverture. Est-ce qu'on couvre juste le client-serveur? Est-ce qu'on va jusqu'à la base de données, etc. Alors, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait de la programmation multi-tiers? Qu'est-ce que ça apporte? On a vu quelques petits avantages. Notamment, on a un énorme gain de temps. On l'a vu, on n'a pas besoin de développer tous les appels entre le client, le serveur, etc. On a un gain de temps là-dessus et un gain de performance aussi quand on échange. Notre charge cognitive, elle est réduite. On a moins de code, on a moins de complexité essentielle, on a une meilleure maintenabilité, on peut refactorer plus facilement. Donc ça, c'est plutôt cool. Une meilleure maintenabilité, je l'ai déjà dit, moins de code déjà, moins de surface aux bugs, plus facile de refactorer. On a des outils en plus qui nous permettent plus de choses, parce que tout le code est colocalisé. Notamment, nos types ils voyagent. On a des types côté base de données qui vont aller jusqu'au client. On a des types côté serveur qu'on peut utiliser partout. Et du coup, les types riches, quand on a par exemple des listes non vides,
on va pouvoir les garder partout, on va garder nos garanties. Les appels serveurs, on n'a plus à se soucier du endpoint, est-ce qu'il manque un S, est-ce qu'il manque pas un S, voilà. Le HTML, en général, il est type-checké aussi, on ne peut pas faire de faute de HTML, le CSS aussi quand c'est géré. On garde notre type métier, comme je le disais, avec toutes les garanties qu'on peut rajouter à ces types, et on fixe le problème d'impédance, qui était ce problème de décalage entre le contrat client-serveur ou serveur-base de données. Ça permet de partager du code, et ça, c'est assez cool. Notamment, l'exemple que j'ai connu sur le plus de projets, c'est la validation côté serveur de formulaire, par exemple. Il y a toujours un moment où on se dit, non, mais ça serait bien de la faire aussi côté front pour avertir l'utilisateur au plus vite. Et alors, soit on est en Node.js, et du coup, on a à peu près du code qu'on peut sortir dans un module et réutiliser, soit on va se retrouver avec de la duplication de code. Là, au moins, comme tout est dans la même base de code, on a juste à appeler la même fonction, et on peut réutiliser complètement le code entre client et serveur. Il y a des avantages aussi un peu plus spécifiques aux différents langages, aux différents frameworks. Notamment Remix, eux, ils ont vraiment axé leur communication sur l'expérience utilisateur. Et l'expérience développeur d'ailleurs. Notamment, le server-side rendering, il est hyper facile à faire parce que il gère toute la compilation. En fait, il choisit ce qui va côté client, côté serveur. Donc, pré-render un composant quand un client le demande, c'est très facile. Donc, le server-side rendering est fait automatiquement. Et ça, pour l'expérience utilisateur, c'est cool parce que la page est chargée déjà rendue. La gestion intégrée des états, on n'a plus besoin de gérer les états d'erreur, de chargement. On a des outils qui vont nous permettre de les gérer plus facilement, ce qui est assez cool. Et surtout, on a du progressive enhancement, c'est-à-dire que si JavaScript est désactivé, pour peu qu'on ait bien fait son travail en tant que développeur, on a un site qui va continuer à fonctionner. Parce que notre formulaire, au final, s'il n'y a pas JavaScript activé, il va se soumettre comme un formulaire standard. Comme Remix gère le back, il est capable d'intercepter la requête et de le traiter comme un formulaire classique pour régénérer la page. Donc voilà, on a vraiment des avantages qui sont très liés à ce que veut Remix. Une très bonne expérience utilisateur, une très bonne expérience développeur, et ça apporte vraiment beaucoup de choses. En Link, c'est un peu différent, on a d'autres avantages. Et notamment, ce qui était cool, c'était cette petite communication bidirectionnelle. C'est-à-dire que le client est capable d'appeler le serveur, mais le serveur est capable d'appeler le client aussi. Excusez-moi. Donc souvent, on va faire ça en gardant un thread ouvert côté serveur, mais ça, soyons honnêtes, ça ne scale pas du tout. C'est très gourmand en ressources, c'est pas pratique. Lynx, ils font ça en fait en renvoyant tout le contexte côté client. Donc eux-mêmes, ils vont sérialiser le contexte, l'envoyer côté client. Donc le serveur ne travaille pas quand il n'a pas besoin de travailler. Et le client, quand il rappelle, c'est un peu ce qu'on appelle du continuation based, va renvoyer le contexte pour continuer l'exécution côté serveur. Et tout ça, c'est transparent. Nous, côté serveur, on a juste l'impression d'appeler une fonction côté client. Donc voilà, on a ce contexte qui est stocké côté client. Ils appellent ça du resumption passing style, mais bon, c'est du continuation based, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que du coup, comme c'est un langage qui est concurrent, ils ont fait une émulation de la concurrence côté front. Donc à base de contrôle de stack avec des set timeout, des promesses, des trucs comme ça. Mais voilà, ils font de l'émulation de concurrence côté front. Donc voilà, côté performance, côté scalabilité, il offre des trucs assez intéressants. Repassons à Lambda. On n'a pas vraiment vu de code Lambda pour l'instant. Mais voyons voir du coup un peu ce qu'il nous dit sur la doc. Donc première chose qu'on voit, c'est qu'on a un schéma un peu comme ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est toutes les différentes étapes, et on voit qu'à chaque fois on a du code de glue entre les différentes étapes, entre le front-end, donc la sérialisation, le transport, la désérialisation, le back-end, etc. Et eux, leur but, c'est d'atteindre cette architecture. Donc là, on voit qu'on a abstrait toute la communication entre le client et le serveur, entre le front-end et le back-end. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est juste faire un système d'échange de messages entre le front et le back. Donc, côté front, on va juste appeler un message côté back, et côté back, on va appeler un message à envoyer côté front. Enfin, on va envoyer, un message côté front. Alors, Lambda, c'est basé sur l'architecture Helm. L'idée principale, c'est qu'on a un modèle côté front. Ce modèle, c'est vraiment tout l'état de votre application. Donc, à un instant T, toutes les variables de votre application sont dans ce modèle. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est faire un autre modèle qui n'est pas le même côté back-end, qui lui va gérer pareil
tout le modèle côté back. Donc tout le contexte, tout ça est dans ce modèle. Quand on envoie un message du back-end au front-end, on va mettre à jour ce modèle en fonction de ce message, et inversement, quand on envoie un message du front-end au back-end, on va mettre à jour ce message côté back-end. Donc, ce mécanisme, il se fait tout simplement avec des méthodes, send to front-end, send to back-end, et on envoie vraiment toute la donnée qu'on veut à l'un ou à l'autre. On peut voir qu'on a un client ID quand on envoie ça au front-end, parce que il gère aussi du coup les clients pour les identifier de façon unique. Du coup, revenons sur ce schéma, et il y avait une chose qui était quand même assez intéressante, c'est qu'en même temps, entre les deux slides, on a perdu ça. Toute la phase de requête à la base de données, toute la phase de stockage, elle n'existe plus. Pourquoi? Parce que pour Lambda, votre base de données, c'est votre modèle. En fait, tout ce que vous allez stocker dans votre modèle va être automatiquement persisté, répliqué, et ça sera votre base de données en fait. Donc votre base de données, c'est une grosse variable globale que vous avez dans votre code. En moins sale, mais c'est l'idée. Et du coup, on n'a plus besoin de se soucier de la persistance, de comment transformer nos données, etc. On a vraiment, là pour le coup, nos données qui sont les données persistées. Et je le disais au tout début, Lambda, c'est aussi une plateforme. En fait, ils hébergent votre code. Donc en plus, tout ce qui est CI/CD, hébergement, déploiement, scaling de l'hébergement, migration, c'est tout géré. Il n'y a rien à faire en fait. Quand vous faites du Lambda, vous avez juste à faire votre code front et back, communiquer entre eux, et c'est tout. Donc pour les side projects, c'est vraiment génial, typiquement. Il n'y a rien à faire. Alors, ici, on couvre les 3 tiers, mais en plus, on couvre l'infrastructure, donc on va encore plus loin. Ce qui permet notamment d'avoir la CI/CD entièrement faite pour nous. Il n'y a rien à faire. Du coup, des fonctionnalités comme l'élimination du code mort, c'est vraiment très facile à faire parce que du coup, les endpoints HTTP, on sait quand ils ne sont pas appelés, parce que ce n'est pas des endpoints HTTP. Donc voilà, il y a beaucoup d'outils assez cool. Le tooling, du coup, côté client, vous avez une petite pop-up en mode développement qui vous permet de contrôler le comportement du serveur. Typiquement, vous pouvez figer le modèle du serveur pour éviter d'insérer des données. Vous pouvez faire pas mal de trucs. Vous pouvez revenir en arrière sur des états de serveur. Enfin, il y a du time travel, du front au back. C'est assez cool. Donc un excellent tooling globalement. Et surtout, ils ont un concept assez génial de Evergreen Migrations. C'est l'idée que quand vous allez déployer une nouvelle version de votre application, en fait, Lambda, il va envoyer un signal à tous les clients qui ont l'application chargée dans leur navigateur. Et l'application va automatiquement charger le nouveau code, se mettre à jour de façon totalement transparente en background pour le client. Et ça marche parce que Lambda, il a la main sur tout. Tout est analysable statiquement. Donc si votre modèle il change entre les différentes versions, vous avez juste à fournir une fonction qui prend l'ancien modèle et qui retourne le nouveau modèle. Donc en fait, il va y avoir une migration de l'état du client qui est connecté à votre site web et son application va se mettre à jour. Le processus exact, c'est que l'application reçoit le signal, se met un peu en pause, enfin télécharge le code d'abord, se met en pause. Tous les messages qui sont envoyés, donc dans l'architecture Helm, un message ça peut être j'ai cliqué sur un truc, j'ai tapé du texte, etc. Tout ce qui peut arriver sur une page web, ça se met en pause, le temps de remplacer le code, donc c'est très rapide. Et ensuite, on va migrer les messages, on va migrer le modèle et les rejouer sur la nouvelle application. Donc en fait, vous allez mettre à jour votre application partout, sans même que l'utilisateur s'en rende compte. Et ça, c'est possible parce qu'il gère le front, le back et l'infrastructure. Évidemment, c'est un parti pris très fort, donc il y a des gros désavantages. Typiquement, le vendor locking, là, vous l'avez dans la tête. Vous êtes sur Lambda, clairement. Vous partez pas de Lambda. Bon, évidemment, vous possédez la donnée quand même. Vous pouvez la retirer quand vous voulez, etc. Enfin, c'est hébergé en Europe. Ils disent aussi qu'ils ne sont pas encore adaptés aux grosses charges. Donc ça, c'est théorique pour l'instant. Ils vont augmenter ce truc-là. Mais typiquement, une base de données qui a un état... Enfin, un modèle de plus de 1 giga de données, ils disent pour l'instant, on est un peu frileux dessus, quoi. Après, 1 giga de données, il n'y a pas énormément d'applications qui remplissent ce critère. Il y en a, évidemment, mais dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser Lambda. Plus de 1000 requêtes par seconde, c'est pas non plus énorme, donc évidemment, c'est absolument pas adapté à tous les use cases. Ça, ils vont l'augmenter, mais pour l'instant, c'est la limite théorique qu'ils ont.
Ils ont une page que j'aime beaucoup parce qu'ils donnent toutes les raisons pour lesquelles on ne devrait pas les utiliser. Ce qui est plutôt cool. On peut aller faire un petit tour si vous voulez. Si j'arrive à cliquer. Je crois que c'est bon, mais je suis pas sûr. Voilà, donc ils donnent vraiment toutes les raisons. Et ils n'hésitent pas à barrer de temps en temps les trucs qui sont plus à jour, ou etc. Mais voilà. J'aime bien ce côté, on est honnête, au moins, si c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour vous, quoi. Ok, passons maintenant à un langage qui est alors pour le coup complètement différent, qui est un peu une extension de Java, donc GIF, pour Java plus Information Flow. Et l'idée, ça va être de rajouter une syntaxe au Java pour déclarer des types de sécurité. Qu'en fait, votre code va être security typed. Je ne sais pas comment le traduire en français, donc je vais le dire en anglais. Typiquement, là, on a un entier, et ce qu'on dit, c'est que cet entier, l'information appartient à Alice, elle est le propriétaire de l'information, et Bob a le droit de consulter cette information et de la modifier. Et ça, c'est vraiment important, parce que du coup, on a une métadata qui va accompagner votre donnée partout, de la base de données au front, et cette métadata va dire qui a le droit d'accéder à cette donnée, et surtout, le compilateur va vérifier qu'à aucun moment, vous n'affichez la donnée à quelqu'un qui n'a pas le droit de l'avoir. Donc typiquement, s'il y a un troisième intervenant qui arrive, Roger, il n'aura jamais accès à cette donnée. On est sûr qu'il n'aura jamais accès à cette donnée. Donc voilà, c'est très cool. Ça assure la confidentialité de la DB jusqu'au front, en passant aussi par le file system. Donc effectivement, pas adapté à tous les usages, parce que c'est très spécifique, mais par contre, c'est des garanties qui sont vraiment possibles parce qu'on gère toute la chaîne. Et de l'autre côté, même côté données utilisateurs, on considère qu'elles ne sont pas de confiance. Donc à aucun moment, on va pouvoir les mettre dans notre système de confiance, à moins de les vérifier. Donc tout ce qui vient du front, on va devoir se protéger des injections SQL, on va devoir se protéger des failles CSRF, pour pouvoir dire que cette information est fiable et peut être stockée dans la base de données, typiquement. Donc voilà, on a des garanties vraiment très spéciales, assez uniques à ce langage. Typiquement, les formulaires, ils sont générés de façon unique pour un client donné, et donc un client ne peut valider un formulaire qu'une seule fois, et on ne peut pas avoir de faille CSRF grâce à leur système. Alors, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs univers dans la programmation. Et en particulier, moi, je suis plus dans l'univers pratique, où je vais faire des applications qui vont être utilisées par des clients, côté vraiment plus production pragmatique. Et à côté, on a l'univers théorique, dans lequel j'ai pas mal plongé ces derniers temps et qui est assez intéressant. Et lui, on va plus avoir des papiers de recherche, plus de l'exploration. Alors il y a d'autres univers évidemment, mais c'est assez intéressant de voir qu'en tout cas dans ces dernières années, j'ai l'impression que ça voyage de plus en plus entre les deux. De plus en plus, on va s'inspirer des modèles d'un côté ou de l'autre. Et notamment la programmation fonctionnelle, qui est historiquement on l'utilisait côté pratique, mais ça revient beaucoup plus ces dernières années. Ça s'était un peu perdu. Et là, la programmation multi-tier, on se rend compte qu'avec Lambda, avec Remix, ça commence à arriver. Ça commence à revenir dans le domaine pratique, on commence à avoir de plus en plus d'applications, ce qui est assez intéressant. Et donc, c'est tout un univers à découvrir. Et en parlant d'univers à découvrir, je vais vous parler de ma boîte, Comet Meetings. Chez Comet Meetings, on réinvente les moments de collaboration de vos équipes. Donc, typiquement, on a des locaux dans Paris qui sont magnifiques, hein. Voilà, je suis totalement vendu, mais c'est vrai qu'ils sont très beaux. Et voilà, vous pouvez venir pour vos réunions d'équipe, vos rituels, vos séminaires, etc. avec tout le confort, tous les services. Et alors pourquoi je parle de découverte? Parce que on est une équipe de dev qui travaille beaucoup en mob programming. Pour ceux qui ne connaissent pas, le mob programming, c'est l'idée de faire du pair programming, mais avec toute l'équipe. On est tous derrière un seul ordinateur. Donc là, on est en remote. C'est du remote mob programming. Mais on est tous ensemble sur le même code et c'est hyper intéressant. Donc si ça vous intéresse, on recrute notamment. Et en plus, dans l'entretien d'embauche, on fait du remote mob programming. Donc si ça vous intéresse, voilà. Pour aller plus loin dans cette découverte de la programmation multi-tier, je vous recommande ce premier papier, Survey of Multi-tier Programming, qui est pour moi le papier qui m'a fait rentrer dans ce monde-là. Quand on m'a dit ce que tu cherches, c'est de la programmation multi-tier, je suis tombé là-dessus.
Excellente ressource, ils font d'ailleurs un tour de pas mal de langages, un peu succinct, mais qui permet de plonger un peu plus. Du coup, après, vous pouvez aller voir les papiers des différents langages. Alors, évitez les démonstrations mathématiques si vous n'avez pas l'habitude, comme moi, ça fait un peu mal. Mais il y a des concepts très intéressants. Out of the tar pit, ça revient un peu sur toute cette notion de complexité essentielle, complexité accidentelle, et comment s'en protéger, comment sortir de là. Vous pourrez retrouver les slides sur ce lien. Je les ai postés aussi sur mon Twitter, si vous voulez. Ils vont apparaître dans 2 minutes, normalement. Et je vous remercie. On a un peu de temps pour les questions. Concernant le framework GIF, là, je voulais juste savoir, c'était quoi Alice et Bob? Est-ce que c'est des rôles? Est-ce que c'est des users? Est-ce que c'est... J'ai pas compris, en fait, au niveau du système de type. En fait, c'est des... Ah, j'ai plus le terme. C'est des principals, comment on dit en français? Bon, c'est des entités, en gros, que tu déclares dans ton code. Et qui va te permettre en gros de représenter, ça peut être un utilisateur, ça peut être une application. En fait, tu peux même faire des microservices et des microservices qui se font absolument pas confiance. Et tu auras par exemple Alice qui sera un microservice, Bob qui sera un autre microservice. Donc Helium, c'est un peu la Helium. GIF, ça généralise en fait un concept qui existe déjà pour rajouter du dynamisme. Typiquement, tu es capable de représenter un utilisateur de cette façon-là. Du coup, tu es obligé d'avoir à un moment une correspondance entre Exactement. ce que tu as au runtime, c'est-à-dire ton utilisateur qui a tel rôle, etc., ou ton service qui est identifié par tel principal. Ouais, alors j'ai plus la syntaxe en tête, je l'avais vu, mais effectivement, tu as une notion de voir à quel moment tu es élevé à un rang, et donc avec les métadonnées associées. Donc du coup, la vérification se fait aussi, par exemple, sur l'ID utilisateur. Merci beaucoup. De rien. Ouais. Ouais. Alors d'abord, merci pour la présentation. J'aime beaucoup, surtout le fait que ça parle de programmation fonctionnelle et je suis super content qu'on en reparle ces dernières années. Maintenant, j'ai une question et je suis tout de suite désolé pour ce que je vais dire. J'ai des petits relents de PHP quand je vois le fait de ramener le front et le back ensemble. Maintenant, j'ai bien compris que le but, c'est aussi d'axer le fait sur, d'axer sur le fait qu'on n'a pas à s'embêter avec la serialisation, la communication finalement. Et la différence, c'est que c'est pas une chaîne de caractères, ton HTML. Ouais, bien sûr, on est d'accord. Mais du coup, j'en suis venu à me poser moi-même la question, pourquoi finalement, quand ça marchait bien le PHP, on a décidé communément, la communauté tech de l'époque, de séparer du coup tout ce qui est génération front et tout ce qui est gestion back pour arriver à ce paradigme qu'on a actuellement et faire revenir cette mode avec le multitiers de je remerge le front et le back. Alors il y a plusieurs réponses, il y a beaucoup de trolls possibles. Ouais. Typiquement, on faisait pas grand-chose en front, on voulait s'amuser un petit peu. Non, en vrai, je pense qu'au début, c'est énormément l'axe de l'expérience utilisateur qui nous a amené à rajouter de la complexité côté front. On s'est dit, on n'a pas envie d'avoir des rechargements de pages à chaque fois qu'on soumet un formulaire, on n'a pas envie de faire ça. Donc on s'est mis à faire de plus en plus de choses côté front, ce qui a apporté des web applications. Et il y a plein de use cases où c'est vraiment pertinent, et il y a d'autres use cases où moi je suis pas vendu sur le fait qu'on fasse des SPA, quoi. Typiquement, quand tu as un back-office, je vois pas pourquoi tu pars avec un SPA, quoi. Donc voilà, il y a ça. Et puis, récemment, on s'est mis à faire du server-side rendering pour retrouver un peu de rapidité. Donc toujours l'axe de l'expérience utilisateur, mais encore plus. Parce qu'on s'est rendu compte que dans certains cas, c'était pas si rapide que ça de tout faire côté front. Donc je pense que c'est vraiment pour ça qu'on est parti un peu des architectures vraiment traditionnelles pour arriver sur des SPA. Et c'est aussi pour ça qu'on en repart en fait. Du coup, je vais me permettre de répondre, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait une question. Bon. Vas-y. Bonjour, merci. C'était très intéressant. Moi, je constate que ça semble répondre à un besoin un peu particulier, puisque tu mentionnais le développement de clients serveurs. Moi, du coup, j'avais quand même une question par rapport à ça. Est-ce qu'il est envisageable dans ce genre de paradigme d'intégrer des API tierces ?
Tu veux dire contacter d'autres API ou toi exposer une API Oui, parce que souvent, là, maintenant, enfin, c'est la mode depuis quelques années, on dit les microservices, mais souvent, on se base aussi sur des API sur lesquelles on n'a pas la main. Souvent, il n'y a rien qui t'empêche de faire des appels à côté, quoi. Tu peux... En fait, c'est juste entre ton front et ton serveur que tu as la communication qui est faite automatiquement. Mais ton serveur, il peut très bien aller contacter d'autres tiers ailleurs. D'accord. Et même côté back-end, parce que moi, ce qui m'arrive, c'est que des fois, effectivement, c'est le back qui fait d'autres opérations. Ouais, ça, il n'y d'API. a aucun souci. Les langages sont capables de faire des appels HTTP, sont capables de faire des trucs comme ça. Ok, bah, super, merci. Merci à vous.